Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle émission que nous vous proposons ici à l'ERTB sur la gestion par le Bénin de la pandémie de coronavirus. C'est le 17 mars dernier, vous vous en souvenez sans doute, que le Bénin a enregistré son premier cas de coronavirus confirmé. Depuis et même bien avant, le branle-bas de combat engagé par le gouvernement s'est enclenché. La propagation du virus dont la rapidité a été attestée en Europe fait peur. Depuis cordon sanitaire, port obligatoire du masque, quarantaine systématique pour les arrivants au Bénin. Ce ne sont là que quelques-unes des mesures parmi celles décidées par le gouvernement du Bénin. Des mesures qui ont été renforcées et reconduites depuis le 30 mars 2020. Un mois environ après donc l'entrée en vigueur de ces restrictions, nous voici donc de nouveau à l'heure d'un bilan. Celui de ce jour sera quelque peu particulier puisqu'il reçoit un invité qui n'est pas habitué de nos plateaux. C'est le ministre des Finances, Romuald Wadagni. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation à vos côtés. Nous avons naturellement le ministre de la Santé, le professeur Benjamin Humpati. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et le plus habitué de ce plateau spécial, pour lequel vous le constatez, nous avons tous le masque de principe, c'est le directeur de la communication à la présidence de la République, M. Wilfried Léandre Mwedi. Bonsoir. Bonsoir, M. Baguidi. Merci donc à tous d'accepter de nous accompagner pour cette émission et comme à l'accoutumée, les téléspectateurs auront le droit de nous appeler pour poser toutes les questions qui leur passent par l'esprit, par ces temps où l'angoisse se dissipe quelque peu, mais elle reste quand même assez importante. Nous allons donc permettre aux téléspectateurs d'ici une trentaine de minutes de commencer à nous appeler sur le numéro habituel, ce que vous voyez apparaître sur l'écran de télévision. Je m'adresse déjà directement à M. Romuald Wadagni, ministre des Finances. On a lu dans Jeune Afrique cette semaine, et beaucoup d'organes béninois y sont revenus, une chronique dans laquelle vous avez donné une position quelque peu à l'antipode de celle que défendent certains acteurs internationaux. Notamment, vous êtes opposé à l'endettement, non plus pas l'endettement, mais à l'annulation de la dette des pays qui aujourd'hui sont confrontés au coronavirus. Pouvez-vous nous expliquer quel est le contenu exact de cette chronique? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Votre question m'offre l'opportunité d'expliquer en fait la position du Bénin sur cette question. En réalité, cette tribune détaille 2 lettres que le chef de l'État a envoyées dans un premier temps à l'ensemble des dirigeants du G20 et aux présidents des grandes institutions internationales, que ce soit la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et les grandes banques de développement. Cette première lettre fait 2 constats. Le premier constat, c'est que les solutions proposées dans les pays du Nord pour résoudre la crise du coronavirus ne sont pas celles envisagées pour les pays africains. Et ce n'est pas la première fois. Quand on recule dans l'histoire et on regarde le traitement qui est fait des crises, on note qu'à chaque fois, c'est toujours les traditionnelles solutions d'implorer les pays du Nord, d'implorer la pitié, demander l'annulation de dettes, c'est toujours les mêmes solutions. Donc ça, c'est ce premier constat. La lettre du président fait un deuxième constat, c'est que quand on évalue les pour et les contre, les avantages et les inconvénients de cette demande de moratoire ou d'annulation de dettes, on se rend compte que non seulement ces demandes ne permettent pas de satisfaire aux besoins actuels, mais en plus, elles causent énormément d'inconvénients. Dans un premier temps, elle ne permet pas de satisfaire aux besoins actuels parce que, vous savez, pendant qu'il faut faire face à des dépenses nouvelles, pendant qu'il faut continuer à faire fonctionner l'administration, pendant qu'il faut continuer à répondre aux autres besoins, notamment sanitaires, le coronavirus n'est pas la seule maladie, il faut faire tourner l'État, il faut faire tourner les administrations, payer les salaires, payer les fonctionnaires. Dans ce contexte de dépenses nouvelles, mais les recettes ne sont pas au rendez-vous. Alors, quand vous offrez à un pays dans cette situation la possibilité de ne pas payer tout de suite ses dettes, on pourrait penser qu'on laisse à ce pays une marge, une respiration budgétaire, mais en réalité, ça ne résout pas la question. Même vous-même, journaliste, si aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous avez un ménage, vous avez des charges, vous avez un crédit avec une banque, et que, pour une raison ou une autre, vos revenus chutent, la banque décide de vous faire moratoire, c'est-à-dire de vous accorder quelques mois pendant lesquels vous ne remboursez pas vos échéances. Mais pour autant, votre enfant doit manger. Vous devez satisfaire, répondre à vos obligations de père de famille. Donc vous comprenez bien que cette décision-là, votre banquier, s'il vous offre ce différé ou ce moratoire, ça ne vous offre
pas en réalité les moyens d'attaquer les difficultés auxquelles vous faites face. Autrement dit, ils ne vous prêtent plus de l'argent à partir de ce moment-là. Non, ce n'est pas ça. En fait, c'est qu'il y a deux demandes. Il faut être clair. Il y a une demande d'une partie de la population des pays qui est de dire permettez-nous de payer plus tard ce qui est dû maintenant. C'est ça qu'on appelle moratoire. Au lieu de payer tout de suite ce qui est dû cette année, permettez-nous de payer ça l'année prochaine. Mais ce n'est que repousser à plus tard le problème. Et en plus, comme je viens de vous l'expliquer, ça ne répond pas aux besoins actuels. Deuxième chose, certains pays demandent l'annulation de la dette. Mais l'annulation de la dette pose plusieurs problèmes. Quand quelqu'un, pareil, imaginez que sous une pression du gouvernement ou d'autres acteurs, votre prêteur, votre banquier accepte de vous annuler la dette actuelle que vous avez à titre personnel. Vous pensez que si demain, vous retournez vers la même banque pour lui demander de vous prêter, il va accepter? Non. Et en plus, nous avons l'histoire montrée. Vous savez, au début des années 2000, la plupart de nos pays en Afrique ont fait l'objet de ce qu'on appelle Initiative des pays pauvres très endettés, PPTE. Dans le cadre de cette initiative, plusieurs pays, dont le Bénin, ont bénéficié d'annulation de dette. Mais ce qu'on constate, c'est que, les bilatéraux, donc les grands pays qui soutiennent nos projets de développement, la plupart ne sont plus revenus. Je ne vais pas donner de cas, mais il y a de très grands pays qui faisaient partie des 3 plus gros financeurs du Bénin avant les années 2000, et depuis, ils ne font que des dons. Ils ne veulent plus nous prêter. Parce qu'on a annulé une fois dans le passé les dettes. La deuxième chose, c'est que vous voyez, quand vous annulez les dettes, toutes les agences de notation considèrent que vous avez fait défaut, même si c'est sous la pression, la sympathie de l'opinion publique internationale. Ils considèrent que vous avez pris des engagements, vous n'avez pas respecté, vous avez fait défaut. Je vais vous donner un exemple simple. À l'échelle de l'Afrique, le montant total de l'encours de dette eurobond, dette sur les marchés financiers internationaux, fin 2019, s'élève à 125 milliards de dollars pour toute l'Afrique. Principalement, 5 grands pays portent la plupart de cette dette. 125 milliards. Quand les discussions sur le moratoire ou l'annulation de dette ont commencé, ces 10 derniers jours, le coût du crédit a augmenté de plus de 500 points de base. Concrètement, ça veut dire quoi? Un pays comme le Bénin, dont le taux de sa dette sur les marchés était à 4% il y a 10 jours, aujourd'hui, ce taux est à 9%. Et ce constat est généralisé pour l'Afrique. Ça veut dire quoi? Sur un portefeuille de 125 milliards de dollars de dette, rien que à cause de cette demande d'annulation de dette et de moratoire, nous subissons déjà un surcoût potentiel sur le portefeuille qui dépasse 6 milliards de dollars. Vous voyez? Donc, demander un moratoire, c'est-à-dire je paierai demain ce que j'ai payé aujourd'hui, ça touche votre crédibilité, ça ne rapporte le problème que demain, et ça vous empêche de pouvoir avoir accès facilement demain à des financements. Monsieur le ministre, le Bénin n'a pas décidé tout seul de porter cette position. En droit, n'a pas à décider tout seul de porter cette position. Le Bénin est dans un ensemble, la CEDEAO, dans laquelle plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont abondé dans le sens du président Macron qui proposait cette annulation de dette. Quelle sera la posture du Bénin dans ces circonstances-là? Est-ce que le Bénin sera en porte-à-faux avec les membres de la CEDEAO ou bien le Bénin va épouser une position commune, quitte plus tard à subir les conséquences de cette proposition? Non, je pense que la situation, elle est simple. Nous avons une position que nous défendons. Vous savez, il faut toujours se saisir des crises comme des opportunités pour rebondir, pour faire les choses différemment. Depuis des décennies et des décennies, systématiquement, quand il y a des crises, les solutions proposées pour les pays du Nord sont différentes des solutions pour les pays du Sud. Chaque fois, on note de plus en plus de génie dans les solutions proposées pour les pays du Nord. Mais nous, au niveau de l'Afrique, c'est toujours les traditionnels problèmes. Les solutions de demander pardon, annulez-nous la dette. Mais c'est à nous, Africains, de faire preuve de génie, de faire preuve de nouvelles demandes. Ce que nous disons, c'est que saisissons cette situation pour faire des solutions, des propositions concrètes. Et c'est pour ça que dans une deuxième lettre du chef d'État, cette fois-ci au président de la Banque mondiale et à la directrice générale du Fonds monétaire international, il fait des propositions très claires qui vont dans le sens de permettre au pays de disposer de ressources nouvelles qui leur permettra de satisfaire, de respecter leurs engagements tout en satisfaisant aux obligations qu'ils ont et de pouvoir relancer leurs économies. Vous savez, j'ai pris votre cas tout à l'heure. Si dans votre cas, au lieu que votre banque vous abandonne la dette, il vous accompagne pour avoir accès à un crédit qui vous permet de tenir cette période difficile, si vous gérez bien, vous êtes capable de rembourser et en fait d'aller plus loin, de créer plus de richesses. Et c'est cette logique que nous défendons. Dans tous les pays du Nord, systématiquement, il y a des schémas
pour permettre d'avoir des ressources nouvelles pour faire face. Il y a très peu de pays, je veux dire, aucun pays en Afrique aujourd'hui n'a un taux de dette sur PIB, ce qu'on appelle le taux de l'endettement sur la richesse produite dans le pays, qui dépasse 200%. Nous avons des pays aujourd'hui du Nord dont le taux d'endettement dépasse les 200% du PIB, donc 2 fois plus de dettes que de richesses produites en une année, mais pourtant ont accès à du crédit. Mais comment on fait? C'est ces réflexions qu'on essaie de faire pour permettre à nos pays de pouvoir changer de vision. Vous savez, il y a des pays aujourd'hui qui font beaucoup d'efforts, comme le Bénin, pour transformer la gestion des finances publiques, mettre plus de rigueur dans la gestion des finances publiques, retrouver une crédibilité sur la place internationale. Alors, suivre juste l'élan, alors que nous ne partageons pas cette vue, ça contribuerait à anéantir tous les efforts du président de la République et de l'ensemble du gouvernement depuis 4 ans maintenant. Et ce qui est important, on va y revenir plus tard, pour le moment, le Bénin est en train de gérer cette crise de façon que beaucoup d'observateurs trouvent assez intelligente. Monsieur le ministre de la Santé, on vous a vu récemment, en compagnie d'ailleurs du ministre des Finances, à l'aéroport à l'occasion de l'arrivée d'une cargaison de matériel contre le coronavirus que vous avez commandé. Je voudrais vous inviter déjà à regarder rapidement un reportage que nous avons effectué sur le sujet avant de revenir poser les questions qui vont avec. Quelques heures après cet avion commercial, le cargo éthiopien atterrit à Cotonou avec une cargaison exclusivement destinée au Bénin. À 2 heures du matin, ces 2 ministres du gouvernement, encore debout, viennent s'assurer de la bonne réception de cet ensemble de lots. Et nous avons dans ce cargo d'Éthiopian 33 palettes d'équipements destinés pour le Bénin, qui ont été acquis par le gouvernement du Bénin. Il s'agit notamment de 12 millions de masques chirurgicaux et de 1 million de masques de type FFP2. Mais en dehors de ces masques qui vont servir pour assurer le respect des mesures de protection, nous avons également des équipements pour les laboratoires. Il s'agit notamment des postes de sécurité microbiologique de type 3 et de type 1 pour les manipulations. Comme vous le savez, le gouvernement est dans une démarche de décentralisation du diagnostic. Et nous allons bientôt installer dans les 12 départements du pays des laboratoires pour assurer le diagnostic de la COVID-19 de manière décentralisée. Le service est ainsi rapproché des populations pour un déroulement efficace de la stratégie de dépistage et de traitement. Je rappelle que nous avons déjà reçu une grosse cargaison d'équipements de laboratoire composée notamment de 40 appareils de QPCR fixes et de 26 appareils de QPCR mobiles et qui vraiment nous permet d'aller jusqu'à pratiquement 16 000 tests diagnostiques par jour. Avec ces postes de sécurité microbiologique qui sont arrivés, c'est pour renforcer vraiment les laboratoires pour nous assurer que tous les tests sont faits dans les conditions maximum de sécurité. La particularité ce matin, ce cargo déchargé ne s'envolera pas vide. Cet avion qui vient de nous ramener cette grosse cargaison repartira encore avec une cargaison d'ananas qui sera exportée vers l'Asie. Donc c'est le lieu de souligner encore une fois la pertinence de la décision gouvernementale de maintenir l'espace aérien ouvert. La réception bien assurée, aucune seconde n'est perdue pour le convoyage. La centrale d'achat des médicaments essentiels assure, elle aussi, la veille. Voilà, c'est une cargaison qui a été reçue à 2 heures du matin. C'est la preuve que les autorités béninoises ne dorment plus pratiquement depuis que cette pandémie touche le monde entier et qui donc fait un peu courir tout le monde. Monsieur le ministre, je reviendrai bien sûr au ministre des Finances pour qu'on parle encore de cette tribune parce qu'il faut bien qu'on sache comment le Bénin va parvenir à payer. Il y a ces dettes, il y a énormément de ralentissement d'activité économique. Mais d'avant, il y a donc cette cargaison qui arrive. Ce n'est pas les employés, nous avons reçu beaucoup d'avions avec du matériel à l'intérieur. Comment le Bénin parvient-il à continuer à mobiliser autant les ressources, le matériel, alors qu'il y a des pays européens, on le voit, qui peinent vraiment, alors que ce sont des pays qu'on considère bien plus riches que nous, qui peinent à obtenir ces genres de matériel. Merci M. Baguidi. Il faut dire que le Bénin arrive à cet exploit parce que nous nous sommes pris très tôt
Donc, comme vous le savez bien, avant même que les premiers cas ne soient déclarés au Bénin, le gouvernement avait déjà pris la mesure des choses et avait anticipé par la mise en place d'un certain nombre de mesures, notamment la commande d'un certain nombre d'équipements et d'intrants. Et grâce à l'appui des relations qui ont été tissées par le gouvernement, nous avons pu donc finaliser ces processus d'acquisition. Et donc là, actuellement, nous recueillons le fruit de l'anticipation et des efforts qui ont été engagés par le gouvernement. Et j'aimerais revenir à ce propos-là au ministre des Finances. Où trouvons-nous autant d'argent? C'était pas dans le budget 2020 n'a pas prévu la pandémie de coronavirus. Où trouvons-nous autant d'argent pour commander autant de matériel? Non, vous savez, les institutions internationales, notamment la Banque mondiale, ont proposé d'apporter des appuis au pays, mais le cycle de décaissement prend souvent du temps. Et effectivement, dans bien des cas, bien que nous ayons l'appui annoncé des partenaires, aujourd'hui nous avançons beaucoup de ces financements-là sur le budget de l'État. Mais c'est grâce à la manière dont les finances publiques sont gérées. Vous avez depuis 2016 une manière totalement différente de la gestion des finances publiques, plus transparente, plus rigoureuse, qui prévoit, qui anticipe, qui permet aujourd'hui d'être en capacité de le faire. Vous allez nous expliquer avec détail un peu plus tard. Monsieur Wilfried Léandre Hongwezi, vous êtes à la manette pour ce qui concerne la communication gouvernementale. J'ai parfois l'impression que vous n'avez pas besoin de faire grand-chose puisque les résultats de cette lutte contre la pandémie de coronavirus au Bénin parlent pour la communication gouvernementale. Disons plutôt que les résultats parlent pour le pays. Le gouvernement à lui tout seul ne saurait revendiquer les résultats que nous faisons. Il est du devoir de l'État de préserver les populations. Il est du devoir des gouvernants d'anticiper parce que, vous me l'enseignerez, gouverner c'est prévoir. Et ainsi que le dit le ministre des Finances, il a bien fallu mobiliser des ressources quelque part pour pouvoir faire face à une situation totalement imprévue. Imaginez, M. Gbagidi, que nous n'ayons pas fait preuve de transparence dans la gestion des finances publiques. Imaginez que nous n'ayons pas été en capacité de débourser par nous-mêmes en attendant même les aides qui viendraient. Dans quel état serions-nous aujourd'hui? Vous avez évoqué de grands pays qui, malgré les ressources dont ils disposent, n'arrivent pas à s'approvisionner sur le marché. C'est là où il faut saluer, si besoin en est encore, le sens d'anticipation, la vision qui aujourd'hui est incarnée au sommet de notre État. J'ai envie de reprendre le mot d'un de vos confrères qui disait que le Bénin a un incroyable talent, qui demande à anticiper, qui demande d'être proactif, qui demande d'être le plus efficace possible. Et donc, ces résultats, même si les efforts doivent être maintenus et accentués au jour le jour, ils sont à mettre au crédit de l'ensemble du peuple béninois, du dernier citoyen jusqu'au président de la République. Chacun apporte sa contribution. Les téléspectateurs envoient déjà plusieurs questions, le téléphone crépite déjà et WhatsApp également. Mais j'aimerais, avec monsieur le ministre des Finances, venir à cette question-là. Le Bénin donc suggère qu'il n'y ait ni annulation de la dette, ni même moratoire. Il n'en demeure pas moins qu'il y a une baisse d'activité et donc une baisse de revenus. Même le Fonds monétaire international a prévu que la croissance va diminuer. Comment payons-nous la dette qui est déjà en cours au moment où cette crise-là va passer, en tout cas quand les arrérages vont arriver à leur terme? Tout à fait. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous n'avons pas nos efforts réussi à développer notre capacité de mobilisation de ressources propres. Nous sommes passés des recettes fiscales de l'ordre de 750 milliards en 2016 à 1100 milliards en 2019, quasiment plus 50% de recettes. Dans un contexte où, si vous regardez, vous comparez 2019 par rapport à 2020, nous avons supprimé 12 prélèvements, 12 taxes. Et sur les principales taxes qui existent, nous n'avons pas augmenté les taux. Vous voyez? Donc, augmentation des recettes. Comment y arrivez-vous? Ça paraît un peu bizarre. Vous n'augmentez pas les taux, mais vous supprimez des postes de recettes et pourtant, les recettes augmentent. Ça se passe, on y arrive parce que nous sommes dans un cadre qui est clair. Nous avons une vision qui est clairement définie. Nous avons un programme d'action du gouvernement défini dans le PAG pour les 5 ans et le programme d'action de développement pour les années qui suivent, qui définissent les réformes et les investissements à faire pour permettre en fait à notre économie de se transformer structurellement. Ça, c'est le socle. Maintenant, il y a 2 familles d'actions que nous faisons qui nous permettent de faire ces résultats-là.
La première, c'est toutes les actions de modernisation, dématérialisation, informatisation, si vous voulez, que nous faisons de nos procédures. Par exemple, quand vous permettez à la douane de parler avec les impôts, vous permettez en fait à l'État de collecter des impôts sur quelqu'un qui importe, par exemple, 10 téléphones, qui paie les droits de douane sur les 10, mais après, au niveau des impôts, déclare qu'il n'a importé et vendu qu'un seul téléphone, paye les impôts sur le bénéfice que sur un seul, c'est fini. Parce que vous permettez aux bases données des impôts et de la douane de parler entre elles. Quand vous permettez, par exemple, aux bases données des fonctionnaires à la fonction publique et à la base de données des soldes au ministère des Finances de parler entre elles, vous économisez plusieurs milliards parce que vous détectez de faux fonctionnaires, des doublons, que vous sortez de la base. Quand vous faites, par exemple, la connexion entre la Direction générale des impôts, la Direction générale du Trésor, vous permettez d'identifier des opérateurs économiques que l'État paye, qui travaillent pour l'État, que l'État paye, mais qui ne s'acquittent pas de leur TVA et de leurs impôts. Quand vous faites ces réformes, non seulement vous permettez en fait aux contribuables qui sont citoyens de ne pas subir les tracasseries administratives, de ne pas s'exposer à la corruption avec les agents publics, mais en plus vous permettez à l'État de sécuriser ses recettes et d'augmenter ses recettes. Vous voyez que sans augmenter la pression fiscale, nous pouvons faire des efforts pour que chacun joue son rôle et on collecte beaucoup plus. C'est exactement ça. Donc ça, c'est la première famille. Donc vraiment, toutes les réformes qui visent à la dématérialisation, à la modernisation, éviter que le contribuable et le fonctionnaire aient à se voir faciliter la vie aux opérateurs économiques. Ça permet de gagner plus en taxes. De l'autre côté, mais aussi, c'est le ton qui est donné depuis l'euro de l'État. Moi, en tant que ministre des Finances, depuis 4 ans, je n'ai jamais une seule fois reçu une seule instruction du chef de l'État pour dire « faites telle faveur à telle personne ou telle autre ». De la même manière, en 4 ans, je n'ai jamais instruit un directeur de régie pour faire une faveur à telle personne ou telle autre. Alors quand vous gérez en toute transparence, avec justice, vous ne pouvez que améliorer les performances. Et donc, c'est vraiment, nous évoluons dans un cadre clair, une vision, un programme d'action de gouvernement avec des réformes qui sont clairement définies. Et ensuite, vous ajoutez le sérieux au travail, ces investissements dans la modernisation, l'informatisation de nos régies, et les résultats sont là. Et donc, quand vous faites tout ça, et que c'est reconnu au niveau international, vous améliorez votre image. Vous améliorez donc votre capacité à lever des fonds. Vous savez, depuis les prises de position du Bénin la semaine passée, nous avons plusieurs banquiers au niveau international qui nous écrivent pour dire « mais si vous avez besoin de financement, nous on est prêts à vous accompagner ». Mais ça, c'est le résultat de la rigueur dans la gestion et de la transparence de la gestion. Nous venons de terminer la semaine passée une revue du Fonds monétaire international qui consacre une fois de plus la robustesse de notre économie, mais aussi surtout la qualité de la gestion des finances publiques au Bénin. Si il arrive qu'au plan international, l'annulation de la dette est décidée, le Bénin refuse de prendre? Nous avons été saisis déjà par le Club de Paris et plusieurs institutions, et les instructions du chef de l'État sont très claires. Le Bénin, à ce jour, ne demande pas de moratoire ces dettes. Nous n'avons pas demandé à participer au moratoire tel que proposé par le G20. Nous l'avons déjà écrit. Nous ne demandons pas le moratoire des dettes telles que proposées par les pays du G20. Monsieur Wilfried Moji, sur cette question-là. Mais moi, sans être technicien, je vous livrerai une lecture analytique de la situation qui amènerait à constater que face à la même crise, qui génère la même nature de problèmes, au sud comme au nord, voilà des dirigeants qui adoptent 2 solutions différentes. La crise sanitaire est là, doublée de la crise économique. Bien sûr. Au nom de quoi certains seraient-ils autorisés en capacité d'aller lever des financements et qu'on interdirait de fait à d'autres de le faire en leur disant « non, nous on vous concède plutôt un moratoire ». Il y a quelque chose d'infantilisant, ou à tout le moins qui déresponsabilise les États africains. Et la posture du Bénin, justement, c'est de dire que en tant qu'État souverain, nous voulons prendre toute notre part de responsabilité, faire face à nos obligations, parce que ce n'est qu'ainsi qu'on est respecté. Ce n'est qu'ainsi qu'on densifie sa crédibilité et le vis-à-vis se dit, ils sont un petit pays géographiquement, ils sont dans l'effort économiquement, mais c'est des gens sérieux, on peut compter avec eux. Et vous avez évoqué la revue du FMI. Qu'est-ce que le FMI a dit? À l'arrivée, on aura peut-être un atterrissage à 3,5 de croissance. Certes, moins que les 3 dernières années où nous étions partis à la hausse, mais 3,5, si vous allez dans le contexte du Nord, il vous dirait c'est une croissance robuste à l'échelle de ces pays-là. Nous ferons
3,5, moins que les autres certes, mais dans ce contexte-là, on peut parier que nous aurons l'un des meilleurs taux de croissance. Je suis sûr que le ministre des Finances ne me démentirait pas. Non, absolument. Je voudrais juste compléter un élément. C'est qu'il faut avoir l'honnêteté de dire que les pays du G20 n'ont pas directement proposé le moratoire au pays. C'est les Africains qui ont demandé moratoire et annulation de dette. Alors nous sommes dans un contexte où la solidarité mondiale se manifeste. Notre position est de dire profitons de cette volonté de solidarité mondiale pour une crise mondiale pour demander des solutions nouvelles. Je pense que si on fait preuve de génie, nous proposons de nouvelles solutions telles que le président Talon l'a fait, nous allons avoir cette solidarité, nous allons voir cette solidarité se manifester différemment, comme à l'accoutumée. C'est ça le point. Donc ce n'est pas forcément que les pays du Nord viennent nous imposer ces traditionnelles solutions, mais nous collectivement en Afrique, jusque-là, à l'exception du Bénin, c'est ce que nous avons demandé. Mais je me réjouis que plusieurs grands pays, depuis quelques jours, rejoignent la position du Bénin. Monsieur le ministre de la Santé, depuis que cette crise a commencé, beaucoup de choses ont été faites et comme on l'a vu, vous êtes au front régulièrement. Il se passe que depuis quelques jours, les bilans que vous faites au quotidien, bon, pratiquement pas au quotidien, mais les bilans que vous faites ne sont plus aussi réguliers. Et à l'occasion de l'émission de la semaine dernière, il y a un téléspectateur qui avait essayé de poser la question, qui n'est pas venu à temps pour que nous la posions au DNSP qui vous représentez sur ce plateau. Il n'y a plus aussi souvent de bilan. Pourquoi ? Mais il n'y a pas de bilan souvent parce que les bilans se font lorsqu'il y a du nouveau. Alors, la dernière fois, nous avons fait un bilan où nous avons quasiment doublé le nombre de cas. Oui, 54. Voilà. C'était dû, en fait, à la nouvelle stratégie qui a été mise en place par le gouvernement, puisque nous avons commencé la campagne pour le dépistage des populations cibles. Et lorsque nous avons fait cette campagne de dépistage, nous avons abouti, évidemment, à une augmentation du nombre de cas. Ce genre de situation nécessite qu'on puisse communiquer, qu'on puisse donner les nouveaux chiffres. Autrement dit, il n'y a pas de nouveaux cas depuis la dernière fois. Il y a de nouveaux cas, nous communiquons sur les nouveaux cas, nous écrivons à l'OMS pour notifier les nouveaux cas, nous communiquons les chiffres aux instances qui y ont droit et les informations également sont passées par le canal de la direction de la communication de la présidence pour être diffusées sur le site gouvernemental et les autres canaux qu'utilise le ministère de la Santé. À ce jour, nous avons 64 cas, dont 17 qui étaient symptomatiques, qui ont été traités et qui sont guéris. Nous avons, par ailleurs, en dehors de ces 17 cas, nous avons le reste qui sont des sujets asymptomatiques, qui sont en fait issus du dépistage systématique. Non seulement des sujets qui étaient en quarantaine et qui ont bénéficié donc de ce dépistage avant la fin du confinement, mais également de la nouvelle stratégie. En effet, depuis la semaine passée, nous avons commencé à dépister au sein d'un certain nombre de corps, notamment les services de santé, les services de défense et sécurité, pour rechercher le reflet réel de cette maladie au sein de notre population. Cela fait que le nombre de cas a augmenté, ce n'est pas du tout étonnant, mais il faut comprendre la stratégie qui est mise en place par le gouvernement. Nous avons décidé, étant donné que nous avons les moyens de prise en charge, de dépister et de traiter les cas. Et de fait, pour dépister, il faut avoir les moyens diagnostiques. Et c'est ce qui sous-tend donc l'arrivée de ce matériel, de ces équipements que vous avez vu la semaine dernière, qui nous permettront... Vous avez annoncé qu'on pourrait faire 16 000 tests par jour. En effet, nous allons mettre en place avec les 40 QPCR et les autres équipements nécessaires pour le diagnostic qui sont venus, nous allons mettre en place au minimum 12 laboratoires au niveau de chaque département. Et en dehors de ça, nous avons eu à acquérir les tests sériques, les tests de diagnostic rapide également, qui vont nous permettre de faire un diagnostic en 2 temps. Nous allons commencer par faire les tests sériques qui, lorsqu'ils sont positifs, attestent que l'individu a été en contact à un moment donné avec le virus. Lorsque ces tests sont négatifs, nous n'avons pas de certitude parce qu'il faut un temps pour l'apparition des anticorps que détestent ces tests. Et c'est à ce moment que nous allons faire les prélèvements pour aller rechercher le virus par PCR. Et étant donné que nous sommes dans une dynamique pour décentraliser le diagnostic, nous allons rapprocher le diagnostic des populations,
nous allons être plus efficients et nous allons passer pratiquement à 16 000 diagnostics par jour. Et cette perspective de 16 000 diagnostics par jour, c'est dans combien de temps à peu près qu'on peut s'y attendre? C'est déjà là. Nous allons commencer le déploiement dès la semaine prochaine. Déjà, il y a 2 laboratoires qui sont déjà opérationnels, en plus du laboratoire de Cotonou. Il y a Kobe qui sera opérationnel mardi prochain, ainsi que Parakou. Et nous allons continuer sur la même lancée pour que Alada, Calavi et les autres laboratoires puissent être opérationnels. Mais il faut dire que derrière cette stratégie, il faut comprendre quelque chose de fondamental. Nous n'avons pas peur des chiffres, parce que derrière, il y a la solution. Le Bénin a fait courageusement l'option, dès le début de cette crise, de traiter ces patients. Nous avons fait l'option, et il faut le dire aujourd'hui, d'adopter la chloroquine comme médicament pour faire la prise en charge, en plus d'autres molécules qui participent à la prise en charge. Et aujourd'hui, nous allons aller plus loin. Parce que lorsque vous avez des cas qui ont des signes, l'intervalle qui sépare le début de ces signes de l'aggravation est tellement variable, est tellement fluctuant, surtout lorsque vous avez affaire à des sujets qui ont des tares, lorsque vous avez affaire à des personnes âgées. Le Bénin a pris l'option aujourd'hui de, dès que nous allons constater des signes présomptifs de la COVID-19 chez des cas, de démarrer ce qu'on appelle le traitement présomptif à base de la chloroquine. Ça nous permet déjà d'agir très tôt. Cela se comprend aisément. Vous savez, nous avons utilisé la chloroquine pendant très longtemps dans notre pays. Qui vous souviennent qu'en temps, les femmes enceintes prenaient la chloroquine 6 jours par semaine pendant 9 mois. Elles n'en sont pas mortes. Au contraire, ça leur a fait du bien. Donc aujourd'hui, c'est une molécule que la chloroquine aurait engendré dans la population africaine et raison pour laquelle elle aurait été abandonnée ou une autre molécule, d'autres molécules auraient été utilisées pour la substituer. Bien sûr, il y a un problème de résistance, il y a un problème, mais les contextes sont différents, les indications sont totalement différentes actuellement. Nous sommes dans un contexte précis, avec des indications précises. Et dans ce contexte, quand on regarde le bénéfice par rapport au risque qui est là, je pense que la balance penche plus en faveur de l'utilisation de la chloroquine. Et nous sommes dans cette dynamique de mettre en place du traitement présomptif. Mais plus loin, nous sommes dans une autre dynamique, dans une autre approche thérapeutique. C'est de mettre en place la chimioprophylaxie. Nous avons étudié tous les contours de la question et nous avons décidé au niveau du Bénin d'utiliser la chimioprophylaxie, c'est-à-dire que les sujets contacts ou les sujets qui ont été exposés à la COVID-19 bénéficieront systématiquement d'une prise de la chloroquine pendant un certain temps. Ça nous permettra de contenir la propagation de cette pathologie. En effet, vous vous rendez compte qu'il y a de cela 2 semaines, la plus grande maternité du pays, le CHUML, a été littéralement paralysée parce qu'il y a eu un cas positif, il y a eu près de 106 contacts, la maternité a été paralysée. Les agents de santé aujourd'hui n'arrivent pas à aller au service sans peur. Ils y vont la peur au ventre, que ce soit dans le public ou dans le privé. Et pourtant, nous devons recommencer à vivre. Les maladies habituelles que nous vivons sont toujours là. Le paludisme est en train de venir dans quelques jours, ou si ce n'est pas déjà là, avec la saison des pluies qui a commencé. Mais qui va soigner les gens si le personnel de santé n'est pas au poste? Il faut pouvoir assurer leur protection, non seulement par les mesures, par les méthodes barrières, mais encore plus par cette chimioprophylaxie que nous pouvons mettre en branle lorsqu'ils ont été potentiellement en contact. Ça va les rassurer, ça va les rasséréner et nous allons pouvoir continuer à travailler de façon plus aisée. Monsieur le ministre et chers invités, nous avons, comme annoncé, plusieurs personnes qui sont en train d'essayer d'entrer en contact avec nous par téléphone. Il est vrai que nous n'avons que prendre sur le réseau WhatsApp. Avant de prendre le premier appel, je vais permettre à monsieur Rumbodji de réagir sur ce que juste une précision, parce que le ministre de la Santé a dit tout à l'heure que nous sommes à 64 cas. Et quand il évoquait les cas de guérison, il a dit 17. C'était les 17 qui présentaient des signes. Et parmi les asymptomatiques, il y a eu des guérisons. On est à 33 sur les 64. Voilà, parce que si on ne précise pas ça, pour ceux qui avaient noté qu'il y avait déjà 27 guérisons, ils pourraient se demander pourquoi on parle de 17. Et donc, on est bien à 33 cas de guérisons qui sont rentrés chez eux. Très bien. Je vais prendre maintenant le premier intervenant. Nous allons prendre 3 ou 4 intervenants maximum en une première fois et puis répondre à leurs questions avant de rouvrir la ligne. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Oui, bonsoir. Merci de vous présenter, s'il vous plaît. Moi, c'est Poutia Mathias Doji, je vous appelle depuis Pau. D'accord, monsieur Doji, depuis Paou. Vous pouvez poser vos questions. Non, je ne voudrais pas poser des questions, mais c'est plutôt encourager et dire toutes mes félicitations à vos invités, notamment au ministre de la Santé, de Rumpati, pour son dévouement et pour son abnégation. Je le connais, on te connaît, on le connaît. La population de Touava ne dira pas le contraire. C'est un monsieur qui il ne recule pas devant des situations pareilles. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il fait. Félicitations, toutes nos félicitations. Qu'il continue à faire davantage. Merci pour... Également au ministre des Finances. Oui. Toutes nos félicitations. Parce que les anticipations, c'est là il faut. Et vous le faites si bien. Nous vous disons toutes nos félicitations. Et n'oubliez pas le personnel soignant, monsieur le ministre. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons la peur au ventre. Nous avons la peur au ventre. Doter le personnel soignant de matériel adéquat pour faire face à cette COVID-19. Merci, monsieur le ministre, parce que vous m'avez écouté. Merci à vous, monsieur Doji. Nous allons essayer de prendre un autre intervenant qui aurait éventuellement des questions à poser à nos invités. Déjà, un autre intervenant en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, veuillez vous présenter, s'il vous plaît. C'est monsieur Agodou, vraiment. Monsieur Adonou. C'est Agodou. Veuillez poser vos questions. Bon, j'ai salué le ministre de la Santé. Oui, mais veuillez poser vos questions très vite. Nous avons plusieurs personnes qui essaient d'obtenir la ligne. Pardon? Veuillez poser vos questions très vite, s'il vous plaît. Bon, quand est-ce qu'ils vont commencer le dépistage des populations? D'accord. Le dépistage de la population. D'accord. Autre question? Bon, je voudrais parler au ministre des Finances. Oui. Il faut dire que le vaccin, quand est-ce qu'ils vont ouvrir le corridor qui sont placés partout là? D'accord, donc à quand la fin du cordon sanitaire, monsieur Agodou, merci pour vos questions. Nous allons prendre une autre personne en ligne. Bonsoir, monsieur. Ou madame, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de vous présenter, s'il vous plaît. Je suis Zakiro Bani. Je m'appelle depuis Kandi. Monsieur qui nous appelle depuis Kandi. Oui. Oui, veuillez poser vos questions, s'il vous plaît. Ma première question, c'est pourquoi on ne précise pas les candidats qu'on a Pouvez-vous vous déplacer ou éteindre votre poste téléviseur, s'il vous plaît? Nous avons un écho qui ne nous permet pas de bien vous entendre. Veuillez éteindre votre télévision. Ma question? Oui. Pourquoi on ne précise pas les localités dans lesquelles les cas ont été? Pourquoi les localités ne sont pas précisées? Si je pose cette question, c'est parce que moi, je suis dans le nord du pays. Et malgré toutes les sensibilisations que nous faisons, malgré tous les états disponibles, les gens prennent la chose à diriger. Alors, il y a des cas de sujet, qui les localités dans lesquelles il y a des cas que les gens savent qu'en réalité, c'est une réalité. Parce que le temps du gouvernement, les gens ne pourront pas encore faire la chose. Donc, quand il y a de ces rares cas, il faut situer les localités, ça permettra que les gens prennent vraiment la chose sérieuse. Je vous remercie. C'est entendu. C'est entendu. Monsieur le ministre de la Santé va vous répondre. Nous allons prendre un troisième intervenant tout de suite. Allô, bonsoir. Oui, allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de vous présenter. Oui, c'est monsieur depuis Parakou. Monsieur, vous l'appelez depuis Parakou? Oui. Veuillez nous poser votre question. Oui, je salue tout le plateau. Et je m'en vais demander des personnes vulnérables qui
en service, comment par exemple, le diabétique ou le tensionnaire. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? Nous n'avons pas très bien compris. Ok, j'ai dit, les personnes vulnérables, les personnes âgées, les diabétiques, comment ils doivent se comporter dans un service? Allô? Problème de communication, nous n'avons pas pu entendre cette question comme ça se doit. Il parlait de diabétiques et de tensionnaires. Je pense que vous aurez peut-être une réponse à donner par rapport à cela. Un des derniers intervenants pour cette première série. Allô? 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 Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Oui, veuillez poser vos questions, s'il vous plaît. D'abord, veuillez vous présenter. Oui. Vous pourrez vous présenter, s'il vous plaît? On m'appelle Dossou Cyril. Vous nous l'appelez d'où? Dossou Cyril. Oui, monsieur Oussou Cyril. Je vous appelle depuis les Aguégués. Les Aguégués. Très bien. Nous constatons que... Dossou. D'accord. Posez votre question. Oui. Je salue tout le plateau. Oui. Et je salue aussi beaucoup le ministre pour l'éclaircissement donné et pour l'effort qu'il fait. Vos questions, s'il vous plaît. Et Malheureusement, on n'a pas pu entendre sa question avant qu'il ne parte. Nous avons quand même déjà quelques questions auxquelles nous allons essayer de répondre. La première a été adressée, comme à l'accoutumée, au ministre de la Santé. Le dépistage de la population. Bien sûr, vous avez parlé des populations cibles dont le dépistage a commencé, mais le dépistage général va-t-il commencer? Et s'il doit commencer, quand doit-il commencer? Mais le dépistage de la population, ça commencera un jour, mais pour le moment, il faut que nous mettions en place un dispositif pour que les groupes cibles les plus exposés puissent être à même d'être fonctionnels, totalement fonctionnels, pour nous assurer notamment une bonne santé en ce qui concerne les services de santé. Donc il est tout à fait normal et légitime que nous puissions commencer par ces groupes cibles. Lorsque nous allons finir de parcourir ces groupes cibles, nous pourrons ouvrir le dépistage au reste de la population. Mais en attendant, c'est un dépistage ciblé sur ces groupes cibles et également sur les personnes symptomatiques. On a beaucoup entendu, on a beaucoup vu donc le matériel que vous avez importé, mais ce jour même, j'ai pu entendre que 89 millions de masques défectueux ont été saisis par la Chine, pays dont ces masques-là provenaient. La Chine essaye donc de mettre un peu d'autres. Est-ce que nous courons le risque d'avoir importé du matériel défectueux? Aucun risque. Les masques qui sont venus ont été testés et nous avons l'assurance de la qualité de ces masques. D'ailleurs, vous en portez. Lorsque les masques sont défectueux, la première chose qui le témoigne, qui l'atteste, c'est que lorsque vous voulez les mettre, déjà, les crochets, les lacets qui permettent de les accrocher s'arrachent aisément. Donc, déjà, à ce niveau, il y a un problème majeur donc, de fabrication. Donc, nous avons l'assurance et c'est avec vraiment des sociétés de renom. Et pour ce qui concerne les tests de dépistage, il y en a également qui ont été testés, qui ont été déclarés de mauvaise qualité en Europe. Nous avons des tests de très bonne qualité. Je vais vous donner un exemple simple. Nous avons reçu hier 17 200 tests. Et lorsque nous les avons reçus, nous devions faire un contrôle au niveau des patients qui sont hospitalisés et nous avons mené ces tests au niveau de ces patients. C'est ces tests que nous avons utilisés en dehors des autres tests que nous utilisons. Et tous ces tests se sont révélés positifs pour ce qui devait être positif. Ce qui atteste donc de la qualité de ce que nous avons reçu. Donc, soyez rassurés, le gouvernement prend toutes les mesures pour nous assurer que le matériel, l'équipement que nous sommes en train d'acquérir est un équipement de qualité. Quand je prends l'exemple du laboratoire, les équipements que nous avions permettaient de faire le diagnostic en un minimum de 6 heures de temps. Avec les nouveaux équipements que nous avons reçus, nous arrivons à faire ces diagnostics en 3 heures au maximum. C'est vraiment une avancée notable, une avancée très grande par rapport à ce qui est mené, par rapport à nos ambitions en termes de stratégie actuellement. Monsieur le ministre des Finances, un téléspectateur a demandé de vous adresser la question en vous demandant, en disant que lui, il a faim. À quand la fin du cordon sanitaire qui, bien sûr, a ralenti un peu l'activité économique?
Très bien. Avant de répondre à la question, je voudrais juste, à la suite de ce que le ministre de la Santé vient de dire, rappeler que les 17 000 tests que le ministre de la Santé a reçus hier font partie d'une commande globale. Mais le gouvernement a exigé que le fournisseur envoie un premier lot pour qu'on teste. Et hier, quand nous étions à l'aéroport, le ministre de la Santé a ouvert les boîtes, a directement pris les tests lui-même et allé tester des sujets malades, symptomatiques, asymptomatiques, et fait toutes les vérifications avant que la semaine prochaine, tout le reste vienne. Donc votre question elle est pertinente, mais je peux vous assurer que le gouvernement prend toutes les mesures possibles pour que ce que nous recevons soit de qualité. Maintenant, pour revenir à la question qui est posée, vous savez, au niveau du gouvernement, il y a 2 semaines, une décision a été prise. C'est que le 11 mai prochain, lundi 11 mai, les cours vont reprendre et nous allons aller vers le retour à la vie normale, tout en respectant les mesures barrières. Même si les cas continuent d'augmenter? Nous suivrons avec le gouvernement au jour le jour, aujourd'hui, compte tenu de l'évolution de la situation, mais surtout compte tenu du niveau de préparation du gouvernement. Le ministre de la Santé a élaboré tout à l'heure sur tout ce que nous avons fait comme équipement et mesures. Tous ces investissements et les mesures de précaution que nous avons prises aujourd'hui nous permettent, et ça fait 2 semaines que cette décision a été prise, que nous allons avoir à partir du 11 mai, retour dans les classes et retour vers la vie normale tout en respectant les mesures barrières. Vous savez, monsieur le journaliste, il faudrait que chacun comprenne que le 11 mai, pas baguette magique, le coronavirus ne va pas disparaître. Moi, à force de travailler avec mon collègue et puis de participer plusieurs fois par jour à des réunions d'urgence avec le chef de l'État et plusieurs ministres, je commence à avoir quelques données statistiques. Vous savez que le palu, l'année passée en 2019, a tué plus de 3000 personnes. L'année passée en 2019, plus de 200 000 cas de palu graves ont été détectés et 2 millions de cas simples de paludisme. Mais nous avons appris à vivre avec le paludisme, avec des mesures d'hygiène pour détruire les gemmes larvaires, avec des mesures de distribution de moustiquaires, avec des mesures de prise en charge, des tests aussi, des tests au niveau des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans. Voilà, donc quelque part, nous sommes dans la logique de dire, quand on est pauvre comme nous, il faut tout faire pour vite retourner au travail. Mais retourner au travail dans un contexte où l'État assure la sécurité pour chacun et pour tous. C'est pour ça que ça nous coûte beaucoup d'argent, plus de 25 milliards déjà investis jusque-là, et nous continuons à le faire parce que les instructions sont claires, il faut que dès le 11, tout en respectant les mesures barrières, les consignes, il faut qu'on apprenne à vivre avec cette maladie en prenant donc toutes les mesures d'anticipation. Tout à l'heure, quelqu'un a dit, quand on donne les statistiques, pourquoi on ne dit pas les lieux? Le ministre de la Santé va vous l'annoncer tout à l'heure. Nous avons un dispositif qui est prêt, qui va être lancé bientôt, qui, grâce à la géolocalisation, permet au gouvernement, au ministre de la Santé, en temps réel, d'identifier les foyers de concentration et les foyers de risque, en fait, de coronavirus. Ceci permettra au gouvernement de concentrer ses efforts sur les lieux et de mieux protéger nos populations. Donc voilà, pour répondre à la question, voilà, le plan est là, donc retour. Mais ceci sera possible si chaque citoyen continue, d'ici le 11 mai, à suivre rigoureusement les consignes du gouvernement. Nous suivons la situation au jour le jour, et si les mesures ne sont pas suivies, le gouvernement prendra ses responsabilités. Monsieur le directeur de la communication à la présidente de la République, même si le ministre des Finances a abordé le sujet, il se fait toujours que les personnes qui sont déclarées, en tout cas les cas qui sont identifiés, ne sont pas localisés. On ne nous dit pas exactement où ces cas-là ont été identifiés. On sait que la plupart se trouvent dans le cordon sanitaire, mais où exactement? Et puis à Kandi, le téléspectateur qui nous a appelé déplore le fait que les populations prennent, de son point de vue, les choses à la légère parce qu'il n'y a pas de cas probablement identifiés et déclarés dans sa localité. Oui, c'est l'occasion pour répondre à l'ami de Kandi, effectivement. Mais d'abord pour vous dire que les cas identifiés sont bien localisés. Vous vous en doutez. Le ministère des Finances a un tableau de bord qui permet de renseigner d'où vient chaque cas que nous avons eu. En dehors... Oui, mais ça, on le dit au public. Alors, vous savez que très tôt, dès le départ, la stratégie a été de ne pas verser dans la banalisation du mal, mais aussi de ne pas en faire trop pour entretenir une certaine psychose. Lorsque vous avez un cas identifié et qu'avec une grande certitude, vous avez localisé les contacts, vous les prenez en charge, il n'est pas forcément besoin d'alerter pour faire peur aux gens parce qu'on sait très bien comment c'est parti cette affaire-là. Maintenant, les cas sont connus, les contacts tracés,
prise en charge. Le ministre, et puis ce n'est un secret pour personne, hein, ça transparaît dans les rapports quotidiens qui sont faits. Il est heureux peut-être qu'à Kandi, on n'ait pas de cas, mais savez-vous que le comité veille tellement. Nous avons une certaine pression sur les frontières au nord de notre pays. Des gens qui cherchent à rentrer, on a signalé un groupe, mais le ministre de la Santé a dit « J'attends que mon dispositif soit prêt. » Comme il vous l'a dit tout à l'heure, dans chaque département, il va y avoir vraiment un centre de prise en charge. Quand ce sera prêt, ces personnes, au lieu de les laisser entrer maintenant, pour qu'elles s'infiltrent dans la masse et deviennent peut-être de potentiels vecteurs, on attend de les prendre en charge, de les tester, de s'assurer de leur état avant que de les laisser rentrer chez elles. Mais pour dire à l'ami de Kandi, c'est vrai qu'on l'a observé, il y a une minorité de la population qui a relâché un peu ou qui continue de ne pas croire à ça. Le propos du chef de l'État et ce que nous avons dit ici tout à l'heure amène à ce que chacun se considère comme comptable de la sécurité de l'ensemble. Que chacun considère que ses gestes, son attitude peuvent être des éléments qui engagent vers la maîtrise de la situation ou qui empirent. Vous imaginez que les cas asymptomatiques sont les plus nombreux. Voilà quelqu'un qui banalise le mal et qui considère même qu'il n'existe pas et qui baisse la garde. Si il avait le mal et qu'il rentre chez lui, il a peut-être des personnes fragiles dans sa maison. Il a des amis au quartier, des parents qui sont moins robustes que lui. Il peut devenir un danger pour ses amis, ses proches. Et c'est pour ça que le propos sera d'engager chacun à continuer à observer rigoureusement les mesures de prévention, les règles édictées par les autorités sanitaires et le gouvernement pour contribuer à notre victoire sur le mal. Nous avons également une autre question qui concerne les diabétiques et les personnes hypertendues. Probablement, la question n'a pas été très bien formulée, mais Monsieur le ministre, y a-t-il quelque chose à dire par rapport à ces personnes-là dans le cadre de la pandémie de Covid-19? Non, il y a quelque chose à dire forcément. Le gouvernement a prescrit que les sujets âgés de plus de 60 ans et les personnes qui portent des maladies qui sont débilitantes un tout petit peu, notamment le diabète, l'hypertension, la drépanocytose, se confinent. Parce que nous savons déjà que la Covid-19, lorsqu'elle s'attaque à ces personnes, fait développer des formes extrêmement graves. Les asthmatiques sont concernés aussi? Les asthmatiques, nous n'avons pas de connaissance de ça pour le moment. Mais ces autres sujets, on a la certitude qu'elles sont gravement exposées. Et c'est pour ça que ce que le directeur de la communication disait tantôt est fondamental. Nous avons pu remarquer qu'au début, les populations ont observé rigoureusement les mesures, les prescriptions, notamment par rapport au port de masque et par rapport aux mesures de distanciation. Mais que très tôt, elles ont commencé à relâcher. En le faisant, elles s'exposent et elles exposent de fait ces sujets qui ont des tares, ces personnes âgées que nous avons chez nous. Donc, il faudrait une responsabilité individuelle et collective pour qu'il y ait un respect strict, un respect scrupuleux des prescriptions du gouvernement en matière de respect des mesures de distanciation et des mesures de port de masque. J'ai vu des sujets qui portaient le masque mais qui l'ont mis en dessous, en collier. Mais ça ne permet pas d'atteindre le but qui est visé. Il faudrait que chaque individu puisse devenir son propre gendarme et devenir le gendarme de ceux qui sont autour de lui pour rappeler à l'ordre ceux qui ne respectent pas cette prescription. Parce que de fait, ils deviennent dangereux pour la population, deviennent dangereux pour ces cibles fragiles que nous avons, chacun de nous, dans nos familles respectives. Nous avons d'autres questions qui nous arrivent maintenant par le réseau social WhatsApp. Il s'agit d'abord de M. Djaou Zokhade qui voudrait demander au ministre des Finances, il dit, je voudrais demander à M. le ministre des Finances si les aspirants et les encadreurs sportifs auront leur salaire en ce temps de cordon sanitaire. Et ensuite, il y a M. Charlemagne Desgans qui demande à quand le programme de prévention et de contrôle des infections pour notre pays pour mieux faire face aux problèmes d'hygiène hospitalière dans les établissements hospitaliers, bien sûr. Et bien sûr, je vais ajouter une troisième ou une quatrième question. Romaric Lissassi demande pourquoi ne pas imposer aux entreprises qui peuvent faire du télétravail de le faire pour limiter la circulation des personnes à l'intérieur de nos villes. Donc la question du télétravail. Et ensuite, Rothmans, Béanzin. Je voudrais savoir si les dispositions que prend le gouvernement dans le cadre de la reprise des classes
Je voulais savoir les dispositions que prend le gouvernement dans le cadre de la reprise des classes fixée au 11 mai 2020. Nous commençons d'abord par M. Wissila Houmbedi. Je pense que vous pourriez nous parler de cette question relative au télétravail des entreprises. Oui, M. Gbagidi, je pourrais vous en dire un mot. Et il vous souviendra que dès que les premières mesures ont été annoncées, le gouvernement a invité à ne se déplacer que pour les causes essentielles. A invité les employeurs sur les lieux de travail à prendre toutes les mesures pour faire observer les prescriptions. C'est-à-dire, obligation de mettre le dispositif de lavage de mains et de faire observer la distance de sécurité sanitaire. Et cela s'entend de ce que, si vous êtes dans un environnement où il n'est manifestement pas possible d'observer cette distance de sécurité, vous puissiez voir comment vous organisez la rotation de votre personnel pour que tout le monde ne se retrouve pas agglutiné. Et j'en connais tellement d'entreprises qui, très tôt, ont libéré une partie de leur personnel, qui sont en télétravail. Même nous-mêmes, dès la présidence, le chef de l'État a instruit pour que ceux dont la présence n'est pas si indispensable que ça puissent travailler de chez eux. Quand on a besoin d'être au boulot physiquement, on est là, mais il y a tellement d'entreprises, publiques comme privées, qui se sont adaptées tout de suite. Et donc, notre ami, je ne sais pas dans quelle entreprise il travaille, peut-être que ces dirigeants n'ont pas eu cette idée ou n'ont pas pu s'inspirer de ce que d'autres font. La mesure, elle est en pratique et beaucoup l'ont observée. Monsieur le ministre des Finances, est-ce que les personnes qui sont aspirants et encadreurs sportifs auront leur salaire à la fin de ce mois en raison du cordon sanitaire? Vous savez, le cordon sanitaire, la crise de coronavirus ne justifie en rien que les gens ne soient payés. Au contraire, pendant cette période dramatique, le gouvernement et le chef de l'État ont donné des instructions claires pour que la solidarité nationale se manifeste davantage. On pourra parler tout à l'heure de tout ce que nous sommes en train de faire dans ce sens. Mais s'agissant des encadreurs sportifs, je peux vous dire, j'ai pris note, je peux vous dire que techniquement, rien n'empêche qu'ils soient payés. Nous avons mis en place des procédures maintenant assez dématérialisées où on exige que chacun fournisse ses relevés d'identité bancaire, un certain nombre d'informations pour permettre que les opérations soient faites de façon totalement dématérialisée. Donc j'ai pris note, je regarderai, mais techniquement, rien ne justifie que personne, pas seulement eux, que personne ne soit payé à temps. Vous savez, nos aînés qui sont maintenant à la retraite, le Code des pensions exige que tous les 3 mois, ils viennent se présenter au poste de perception recettes et perception de trésor pour présenter leur certificat de vie. Et donc, ils devraient le faire en avril pour toucher leur salaire. C'est 30 000 pensionnés qui sont concernés. Nous avons mandaté le paiement des pensions de ce mois-ci et nous avons pris une mesure juste vendredi passé pour demander qu'il n'était plus, jusqu'à nouvel ordre, nécessaire de se déplacer pour présenter le certificat de vie. Parce que, conformément aux instructions déférentes, donc aux instructions du chef de l'État, nous faisons tout pour que cette solidarité nationale se manifeste. Alors, quand on est dans cet état d'esprit, qu'on facilite la vie et qu'on essaye de permettre à chacun d'avoir son dû, il n'y a que des difficultés administratives qui puissent justifier ça, mais je peux vous garantir que demain, 8 heures, elles seront comprises et traitées. Très bien. Le docteur Charlemagne Ndegan demandait donc, monsieur le ministre de la Santé, à quand un programme de prévention et de contrôle des infections pour notre pays pour faire face aux problèmes d'hygiène hospitalière dans les établissements de santé. Ce programme existe et dans chaque hôpital, il existe un comité de lutte contre les infections nosocomiales qui est actif. Il se fait que le personnel n'est pas toujours prompt à respecter strictement les gestes qui devaient être mis pour la prévention des infections. Mais je pense que cette pandémie qui est venue a créé un déclic. Et ce déclic, je voudrais saluer vraiment ce déclic qui a été créé et qui fait qu'aujourd'hui, ils sont très regardants sur le respect de ces mesures. Et je voudrais en profiter par rapport au premier intervenant pour dire que dès le début de la crise, dès le début des premiers cas, le gouvernement a doté toutes les structures sanitaires de quantités suffisantes d'équipements de protection, aussi bien les masques, les gants, les gels hydroalcooliques, les thermoflasques pour prendre les températures à distance, entre autres, pour que les consultations, les soins puissent se poursuivre de manière sécurisée pour les soignants. Ça a été fait et ça se poursuit. Donc, je voudrais les rassurer sur ce point. Une dernière préoccupation. Oui. Il ne faut pas qu'elle nous échappe sur les dispositions que prend le gouvernement pour la reprise des classes.
Vous avez entendu, le ministre des Finances a dit, et c'est la religion du gouvernement, personne ne pense qu'à la date du 11 mai, le monde est miraculeusement sorti de Covid-19. Par contre, les mesures qui ont été prises dès le départ, dans différents secteurs et pour l'ensemble du pays, resteront de mise. On l'a rappelé également. Et si le gouvernement prend la responsabilité de faire ouvrir les écoles, c'est forcément parce qu'il a envisagé comment faire pour protéger les enfants, pour protéger les enseignants. Et donc, si rien ne vient à remettre en cause la perspective de la reprise des classes pour le 11 mai, vous pouvez être rassurés. J'imagine que vous êtes parents d'élèves, comme nous, et enseignants. Comme nous, et comme les membres du gouvernement. Nous sommes des parents d'élèves. Personne ne comprendrait que les enfants aillent à l'école s'il n'y a pas un minimum de mesures prises pour les protéger. Oui, vous savez très bien que ce gouvernement, il fonctionne avec sens de responsabilité. Et là-dessus, il faut rassurer l'opinion et dire que si nous reprenons les classes le 11 mai, c'est forcément parce que les mesures auront été prises. Très bien. Je voudrais compléter pour dire que la stratégie dont je parlais tantôt, de dépister et de traiter les cas, vont contribuer forcément à rassurer plus. Parce que nous allons dépister les cas chez les groupes cibles, notamment les enseignants. Ça va rassurer les parents avant qu'ils n'envoient leurs enfants à l'école. Nous allons dépister tout ce monde. Nous allons les traiter s'il le faut et nous allons ramener les choses presque à la normale. Il faudrait que nous puissions commencer à vivre avec la Covid-19, c'est fondamental. Et c'est pour ça que le gouvernement a déployé toute cette armada pour nous permettre de contrôler un tant soit peu cette pandémie. Quand je prends l'exemple des postes frontaliers, par exemple, avec ce que nous avons déployé comme moyen diagnostic, systématiquement maintenant au niveau des postes frontaliers, tous les camionneurs qui viennent sont dépistés systématiquement. Et on connaît leur statut avant qu'ils ne rentrent sur le territoire. Avec l'ensemble de ces mesures, nous allons parvenir à contrôler l'infection, à contrôler la propagation. Et avec la stratégie thérapeutique qui existe également, nous allons avoir, je pense bien, de très bons résultats. Très bien. Nous allons recevoir rapidement quelques autres personnes au téléphone. Nous sommes aujourd'hui contraints par le temps. Nous n'allons pas avoir le temps que nous avons pris pour les autres émissions, mais je vais prendre deux nouveaux intervenants au téléphone. Allô? Oui, allô? Bonsoir, madame. Oui, bonsoir le plateau. Bonsoir. C'est madame Bamboté. Oui, oui, Valérie. D'accord, oui. madame. Je remercie le ministre de la Santé pour tous ses efforts. Et je voudrais savoir si, à titre préventif, nous pouvons commencer la prise de chloroquine dans nos familles. La chloroquine à titre préventif. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame Bambotier. Nous allons prendre un deuxième intervenant qui ce sera. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je vais vous présenter rapidement. Comment? Je vais vous présenter, s'il vous plaît. Il est un nouveau style depuis Abou-Mekalavi. D'accord. Votre question? Votre question, s'il vous plaît? Politique du gouvernement par rapport à la médecine traditionnelle dans la gestion de la lutte contre le Covid-19. Très bien. Quelle est donc la politique du gouvernement par rapport à la médecine traditionnelle? On a vu Bien sûr. On a vu, merci pour votre question. On a vu à Madagascar précédemment un remède que le président de la République malgache vante. Monsieur le ministre, on va y aller très vite. Quelle est la politique déjà donc du gouvernement par rapport à ce que peuvent proposer les personnes qui travaillent dans ce secteur de la pharmacopée africaine? Le gouvernement a toujours travaillé avec les praticiens de la pharmacopée africaine. Et de fait, lorsque la crise s'est annoncée, lorsque la crise a commencé, ils sont venus se présenter avec divers produits qui ont été soumis au protocole habituel qui est en vigueur pour ce genre d'études, parce qu'il faut pouvoir d'abord attester l'innocuité, d'accord, des produits qui sont amenés, et ensuite attester de leur efficacité. Donc ça rentre toujours dans une démarche scientifique pour pouvoir avoir ces éléments avant de pouvoir dire que ces produits sont efficaces. Donc c'est dans cette démarche que le gouvernement est,
et par rapport à tous ces produits de la médecine traditionnelle qui s'annoncent. Il y en a beaucoup, je dois l'avouer. Et c'est encore une fois l'occasion de parler du produit du professeur Valentin Agon à Pivirine. Est-ce que avec ce produit-là, quelque chose a évolué depuis la dernière fois que nous en avons parlé? Oui, je pourrais vous dire, monsieur Gbagidi. D'abord, pour renforcer ce que disait le ministre de la Santé. Vous savez, le gouvernement est bien conscient que les populations ont des méthodes empiriques de traitement parfois. Et c'est pour sortir de ce cycle qui présente autant de risques, sinon plus de risques qu'il sécurise les gens, qu'on a mis en place le programme d'assurance pour le renforcement du capital humain qui fait que les populations les plus pauvres bénéficient de soins gratuits. La phase pilote a commencé, vous l'avez vu. Et si vous avez le souvenir alerte, vous noterez que quand on a fait un premier point de la mise en œuvre de la phase pilote, on s'est rendu compte que les personnes bénéficiaires qui ont commencé à fréquenter les centres de santé se prévalaient de leur état de pauvreté pour ne pas y aller et préféraient donc l'automédication ou le recours à nos tradipraticiens et autres. Donc déjà, on a engagé une démarche structurelle pour amener le maximum de nos populations aux soins conventionnels, sans dénier évidemment l'efficacité de certains produits. Le gouvernement est conscient de cela. Mais la responsabilité de l'État est telle que aucun gouvernement sérieux ne prendrait le risque d'envoyer ces populations se faire soigner chez le premier qui se présente, parce que, je parle bien de responsabilité, comment vous gérez après les complications qui surviendraient alors que vous auriez vous-même, par votre attitude ou par votre propos, encouragé les populations à y aller. Et à cet effet, s'agissant de Apivirine, je peux vous le certifier, le professeur Agon, quand il est rentré, il a dû passer par la case quarantaine pendant les 14 jours. Pendant ce temps, il a été éploré, on lui présente nos condoléances, mais le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en tant qu'elle est chargée de recherche scientifique, a reçu M. Agon pour discuter avec lui, effectivement, écouter ses propositions et l'a encouragé à rentrer dans le processus qu'il connaît bien de validation des inventions. Et je vous l'avais dit une fois, je vais le réitérer ici. Si demain, les résultats scientifiques incontestables nous disent que ce produit-là est en capacité de soigner et de guérir les populations, personne n'empêcherait aucun citoyen. Davantage, le gouvernement aiderait même notre compatriote à en vendre au maximum sur le marché mondial. Et nous savons que ça va faire, le ministre des Finances serait content, que les mouvements de ce produit qui partirait et les commandes vont contribuer également à renflouer quelque peu les caisses de l'État. Mais en l'état du débat, il n'y a aucun élément probant, scientifiquement avéré, qui permette au gouvernement de prendre la responsabilité d'encourager les compatriotes à aller s'approvisionner en ce produit. Monsieur le ministre, deux questions auxquelles vous êtes appelé en priorité à répondre. La chloroquine à titre préventif, est-ce que c'est ce qui a été décidé? Effectivement, le médicament a été subventionné. Oui, le médicament a été subventionné, certes. Le gouvernement a pris l'option de mettre à la disposition des officines pharmaceutiques et également au niveau des pharmacies, des fonds sanitaires publics, également la chloroquine. Mais pour être cédé strictement sur prescription médicale. En effet, nous sommes dans une démarche où, comme je l'ai dit tantôt, nous allons faire de la chimioprophylaxie pour les cas qui sont en contact avec des sujets confirmés ou alors des cas qui ont été exposés. Je prends l'exemple des agents de santé ou alors des cas d'une profession particulière qui a été exposée à des sujets qui potentiellement sont en contact ou dans lesquels il y a beaucoup de cas. Nous sommes dans une démarche de chimioprophylaxie. Nous ne sommes pas encore dans une démarche de prévention où on le prend à titre préventif. C'est vrai qu'il y a des travaux qui ont démarré ailleurs et qui vont essayer de voir dans quelle mesure on pourrait éventuellement arriver là. Mais nous ne sommes pas encore dans cette démarche-là au niveau du gouvernement. La deuxième stratégie fondamentale, c'est que nous faisons un traitement présomptif. C'est-à-dire que dès que les malades viennent, dès que nous avons les signes qui sont évocateurs de la COVID-19, nous démarrons le traitement de tant que le diagnostic soit étayé pour que les complications majeures qui sont péjoratives pour la vie ne surviennent pas. Donc, c'est les deux stratégies en matière thérapeutique que le gouvernement est à mettre en place actuellement.
Monsieur le ministre des Finances, il y a une solidarité nationale qui s'organise et même internationale, je dirais, puisque un compte a été ouvert, plusieurs personnes font des dons au Bénin, et cet argent-là, qui le gère, quand il vient, que devient-il? Quelle est sa part dans le déploiement de moyens que le Bénin met en œuvre aujourd'hui? Et une chose, plusieurs personnes ont posé la question, parfois en me rencontrant, mais demandez au ministre et au directeur de la communication quand il vient sur le plateau, pourquoi le Bénin ne finance pas la distribution de vivres aux personnes en difficulté, comme on le voit dans d'autres pays. Déjà, par vous. Très bien, je vais commencer à répondre à la deuxième question, c'est-à-dire quelle est la réponse que le gouvernement donne aux personnes qui sont touchées durement dans leur quotidien par cette crise. Vous savez, nous travaillons avec Munici. Le chef de l'État a instruit chacun de nous pour que nous identifions, nous recensons et nous chiffrions les impacts de cette crise sur la vie de chacune des catégories de nos populations. Donc l'ensemble du gouvernement, principalement les ministres en charge donc, des affaires sociales, ministres en charge de l'industrie du commerce, ministre en charge des PME, sous la supervision du ministre d'État chargé du plein développement, nous avons engagé depuis plusieurs semaines maintenant des rencontres vers chacune de ces couches de la population pour les identifier, les recenser, chiffrer leurs impacts. De sorte que les mesures qui seront adoptées pour chacune de ces populations soient des mesures ciblées qui résoudent vraiment les problèmes auxquels ces personnes sont confrontées et qui leur permettent de pouvoir rebondir une fois la crise passée. Nous n'agissons surtout pas dans la précipitation. J'ai suivi justement dans l'une de vos dernières émissions où on parlait d'annulation de factures d'électricité pour les couches sociales. Vous savez, nous allons regarder les chiffres. Chez nous au Bénin, le tarif social, donc le tarif que paye le Béninois qui consomme moins de 20 kWh par mois de consommation, représente un chiffre d'affaires de 1,4 milliard pour la SBE. Donc vous voyez, donc un peu plus de 100 millions par mois. Donc si l'État devait faire comme d'autres pays qui ont été cités sur ce plateau, de dire pendant 1, 2, 3 mois, on dit électricité gratuite pour ces couches de population, ça représente quoi? 300 millions d'impact. Tout à l'heure, je viens de vous dire que nous avons déjà engagé 25 milliards pour faire face à la Covid-19, mais aussi pour préparer donc la reprise d'activité. Et à côté de ces 25 milliards, nous avons un autre plan de 175 milliards pour renforcer l'ensemble des structures sanitaires. Le ministre de la Santé pourra en parler tout à l'heure. Donc, vous voyez, nous sommes dans une logique où, sur 100 de recettes fiscales, et ça, nous l'avons fait quand vous reprenez le budget qui a été voté pour 2020, 25% des dépenses, des recettes que nous avons, nous collectons, nous les envoyons vers les dépenses sociales prioritaires. Ça, c'était déjà notre pratique. Et dans ce contexte-là, pour s'assurer de l'efficacité de ce que nous allons faire, pour s'assurer que la solidarité nationale aille vraiment vers ceux qui ont le plus besoin, il nous faut cette démarche-là. Et pendant cette période-là où nous faisons identification, recensement, évaluation et proposition des mesures, toutes les situations critiques sont traitées au cas par cas. Pas plus tard que ce week-end, accompagné de ma collègue ministre de l'Industrie et du Commerce, nous avons rencontré des acteurs du secteur de Noix-d'Anacad et des propositions seront faites pour les accompagner dans les prochains jours, etc. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la mesure qui a été faite pour les retraités. Donc, ce n'est pas que nous croisons les bras, mais nous faisons un plan qui va être communiqué très bientôt, mais qui aura son efficacité comme toujours, parce qu'on aura pris le temps de travailler avec rigueur, Munici. Alors, sur la question de la solidarité nationale et sur tous ces fonds qui sont offerts au gouvernement pour lutter contre la maladie, s'il vous plaît, en 30 secondes. Parce que voilà, non, sur ça, vous savez, on a joué la transparence. Et tous les mercredis, après le Conseil des ministres, nous publions la liste des donateurs, que ce soit en nature ou en espèces. À ce jour, nous sommes à peu près autour de 1 milliard, un peu moins de 1,7 milliard de numéraires de cash donnés. Ce montant va sur un compte Trésor public Covid-19. Pour l'instant, nous ne touchons pas à ce montant, puisque le budget national, et avec l'aide des partenaires, notamment la Banque mondiale, que je salue au passage, nous finançons nos engagements pris pour lutter contre la Covid-19. Donc aujourd'hui, ces fonds sont là et viendront certainement compenser les efforts et les investissements que nous sommes en train de faire dans le domaine de la santé, et aussi les efforts pour accompagner donc, nos populations les plus touchées par cette crise. Donc, et autant opportun, de la même manière que nous publions la liste des personnes qui contribuent, nous allons publier l'utilisation qui est faite de ces fonds.
D'accord. Monsieur le ministre, il y a probablement également encore des annonces que vous avez peut-être envie de faire aujourd'hui par rapport à tout ce que le ministère de la Santé est en train de mettre en place avec le gouvernement, bien entendu, pour que cette pandémie, nous puissions la déclarer complètement vaincue au Bénin. Absolument. Donc, le gouvernement a pris l'option de décentraliser, de rapprocher au maximum les services des populations. C'est dans ce sens que nous avons eu à créer au moins 109 sites de tri et de dépistage au niveau du pays. Chacune des communes a au moins un site de dépistage. Donc, de fait, nous allons rapprocher un peu plus les services des populations. Et chaque site est pourvu aussi bien en ressources humaines qu'en équipement pour pouvoir assurer effectivement ce diagnostic. Ça va s'accompagner évidemment des laboratoires qui sont décentralisés au niveau des zones sanitaires et de toute la stratégie thérapeutique qui l'accompagne. Donc, de fait, nous avons au niveau du gouvernement la conviction qu'avec le déploiement de toute cette stratégie, nous allons pouvoir contenir la propagation de la COVID-19. Et c'est dans cet esprit donc, que nous allons pouvoir, le 11 mai prochain, revenir à une vie quasiment normale, mais surtout en respectant strictement les gestes barrières, notamment le lavage strict des mains à l'eau, au savon ou bien la désinfection avec du gel hydroalcoolique, le port systématique de masques, surtout à l'intérieur du cordon, mais également fortement recommandé au-delà du cordon sanitaire, et évidemment le respect de la mesure de distanciation physique qui est de mise actuellement. Monsieur Oufilon-Mbouzi, d'ici donc le 11 mai, le cordon sanitaire va peut-être disparaître. Est-ce que ça va changer les comportements, en tout cas les recommandations dans cette partie et l'autre partie du pays, ou bien on va quand même maintenir des dispositions particulières dans ce qui serait l'ex-cordon sanitaire à partir de ce moment-là? La réponse que je vous ferai, M. Gbagidi, serait une exhortation. D'abord à notre ami qui avait évoqué le sujet du cordon sanitaire en demandant au ministre des Finances quand est-ce qu'il va être levé. Pour voir la levée du cordon sanitaire, il faut être en vie. Pour être en vie dans le contexte actuel, il faut s'obliger à respecter les mesures barrières, les mesures de prévention édictées par le gouvernement. À cet effet, chacun de nous doit être son propre gendarme et le gendarme autour de lui pour les autres. Cela veut dire quoi? Même ceux qui attendent les mesures d'accompagnement du gouvernement, il faut être en vie pour bénéficier de ce qui viendrait demain. Cela m'engage à, lorsque je vois un voisin, un ami, un passant qui partage la route avec moi et qui n'a pas son masque, de lui dire, Madame, Monsieur, où est votre masque? Le ministre l'a dit, on en trouve qui le mettent en collier. Quand vous demandez, certains ont le sentiment qu'ils ont du mal à respirer, qu'ils étouffent. Je préfère encore avoir du mal à respirer ou avoir le sentiment d'étouffer pendant quelques jours, pendant quelques semaines et être heureux à l'arrivée d'être en vie. Monsieur Gbagidi, vous êtes journaliste connu, vous avez mis le masque ici. Le ministre de la Santé a son masque. Le ministre de l'Économie et des Finances a son masque. J'ai le mien. Si toutes ces personnes ici le font, c'est pour dire à nos compatriotes, à nos populations, qu'il est important de se conformer aux mesures prescrites. Et c'est ainsi que nous serons heureux de voir la fin du cordon sanitaire. C'est ainsi que nous pourrons être heureux demain s'il y a des mesures de participer à leur mise en œuvre. Et c'est ainsi que nous serons tous heureux de tenir debout notre pays avec. Très bien. Avant de nous quitter, il y a encore quelques éléments sur lesquels nous devons échanger. Il y a eu cette semaine même un sommet extraordinaire de la CEDEAO, sommet qui s'est tenu par vidéoconférence. C'est la première fois que les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'entretenaient par vidéoconférence. La principale décision qu'ils ont prise, ce n'est pas de reconnaître Umaru Sissoco Embalo comme l'un des leurs. Nous l'avons annoncé dans un de nos journaux, mais c'est surtout de prendre des mesures communes contre le coronavirus. Je vous invite à suivre le reportage fait à ce sujet par Jérôme Mungo. Nous attendons un appel important et vous allez voir dans un instant qui ce sera. La situation de l'évolution de la pandémie du coronavirus dans la sous-région inquiète les chefs d'État et de gouvernement. D'où la tenue de cette session extraordinaire à laquelle la prépare par visioconférence le président Patrice Talon. Ce qui ressort de leurs travaux, c'est d'abord
le fait du constat qu'ils ont fait que cette pandémie risque non seulement de remettre en cause les efforts de développement qui sont en cours dans nos pays, elle affaiblit la capacité des États à faire face à leurs défis habituels, mais elle met en rude épreuve nos systèmes de santé et risque de nous éprouver durement vu la faiblesse de nos systèmes, mais aussi de la pauvreté qui est le lot de plusieurs pays de notre sous-région. Mais les présidents sont tombés d'accord pour faire converger leurs efforts. Ils ont désigné le président du Nigeria, le président Buhari, pour être le champion de la CEDEAO, pour s'occuper de la mise en commun, de la coordination de leurs efforts. Et ils ont convenu aussi de mettre en place un mécanisme qui permet d'échanger non seulement les pratiques, les bonnes pratiques qui ont été utilisées par les uns et les autres. Ils ont convenu aussi de mettre en rapport les équipes scientifiques qui travaillent dans les pays, mais également tous les mécanismes qui ont été de manière ad hoc créés devraient pouvoir, dans le cadre de la CEDEAO et grâce à la coordination de la Commission, contribuer à affiner la réponse, contribuer à renforcer les plans de riposte pour que les populations de notre espace régional de la CEDEAO soient protégées et mises à l'abri dans toute la mesure du possible, avec tous les moyens possibles. Sur le plan des ressources, ils ont décidé de ne pas faire une duplication du fonds d'appui à la lutte contre cette pandémie. Le fonds qui est créé au niveau de l'Union africaine devrait suffire et ensemble, ils ont, après avoir écouté le président de la Commission de l'Union africaine qui a aussi participé à ce sommet, ils sont tombés d'accord pour que ce soit un seul fonds, le fonds qui est en place au niveau de l'Union africaine, qui soit consacré à cette pandémie. Le président a participé aux travaux toute la matinée et je suis heureux de constater que les solutions qui ont été présentées par divers pays, pour la plupart, sont des solutions qui empruntent beaucoup à ce que nous avons fait ici. Et sur plusieurs plans, le Bénin est fortement en avance et cela est réconfortant. Selon l'Organisation ouest-africaine de la santé, le bilan actuel avoisine les 5500 cas confirmés, 1567 guéris et 140 décès. Il se fait que le Bénin est un exemple au sein de la CEDEAO et celui qui est à la manette, celui qui est à l'origine de cette situation exemplaire, nous fait l'honneur de nous appeler sur cette émission. Bonsoir, Monsieur le Président de la République. Bonsoir. Merci donc de nous faire ce grand honneur de prendre part à cette émission. Vous avez suivi jusque-là, nous sommes... les téléspectateurs posent des questions sur la stratégie du Bénin et beaucoup de félicitations viennent aussi. Vous avez également probablement un message à passer à l'occasion de cette émission. Non, pas vraiment. D'abord, bonsoir à tout le monde. Je suis un peu désolé de faire incursion dans votre émission, mais en tant que citoyen, je suis, comme tout le monde, avec beaucoup d'intérêt. J'ai rien à dire. Ceux qui sont sur le plateau ont qualité pour le faire, comme il faut. Mais j'ai noté tout à l'heure qu'une dame a demandé si la chloroquine peut être utilisée pour prévenir le coronavirus. La réponse du ministre, je ne sais pas si elle a donné satisfaction à la dame, mais j'ai noté que le ministre a utilisé des termes un peu trop techniques et a parlé de la chimioprophylaxie. Et je ne sais pas si ce n'est pas un peu trop exotérique pour la dame. Ce que je voudrais dire, pour compléter les propos du ministre, est que la chloroquine fait partie de notre stratégie de prise en charge. Mais nous avons décidé d'aller un peu plus loin dans le traitement des personnes malades en prenant en charge les personnes qui sont exposées, c'est-à-dire les soignants, les personnes qui ont été en contact direct avec les malades et qui sont donc des potentiels malades. Alors, en parlant de chimioprophylaxie,
c'est pour dire, c'est ce que le ministre voulait dire, c'est pour dire que les personnes qui ont été en contact avec des malades ou des personnes qui sont exposées, qui sont donc des potentielles personnes contaminées ou des personnes qui pourraient être contaminées, nous faisons un traitement par anticipation. C'est cela que veut dire la chimioprophylaxie. C'est quand même un peu différent de la prévention. C'est le chemin entre la prévention et le traitement précoce, parce qu'on estime que ces personnes sont potentiellement contaminées ou seront contaminées. Vous savez qu'à l'époque, on faisait la prévention du palu en prenant de la chloroquine. Mais cette méthode a été abandonnée depuis. Aujourd'hui, quand on craint le palu, la prévention, c'est se protéger contre les piqûres de moustiques. Ce n'est pas de prendre les médicaments contre le palu. Dans le cadre du coronavirus, si chacun a respecté les mesures barrières, si chacun a pris les précautions qu'il faut pour ne pas être en contact, pour ne pas être contaminé, il n'est pas indiqué qu'on prenne de la chloroquine. Même si nous avons l'assurance que la chloroquine nous aide à traiter le coronavirus. Parce que, après tout, un médicament, c'est un poison. Quels que soient les bienfaits des médicaments, ils ont des inconvénients et ils nous intoxiquent toujours un petit peu. Donc, il n'y a pas de raison que celui qui ne craint rien, qui a respecté les mesures, se mette à prendre la chloroquine. Mais les personnes qui sont véritablement, potentiellement en risque, nous avons décidé de démarrer un traitement qui n'est pas de la prévention, mais qui est un traitement curatif, parce qu'on s'imagine, on sait que ces personnes seraient ou sont potentiellement contaminées. C'est bien pour ça que nous faisons cette prescription qui est, il faut le dire, il faut l'avouer, est à mi-chemin entre la prévention et le traitement curatif. J'espère bien que la dame a bien compris parce que nous travaillons en toute transparence et je ne veux pas que nos concitoyens aient l'impression que nous ne sommes pas transparents dans notre stratégie de prise en charge. Voilà ce que je voulais dire. Et encore une fois, désolé d'avoir fait intrusion dans le débat. Oui. Dans la réplique, l'occasion est trop belle, vous êtes en ligne. Je ne saurais ne pas vous demander, voilà le corps médical qui intervient énormément, qui se bat. Est-ce qu'il est prévu qu'au-delà de cette pandémie, que la situation globale du corps médical soit revue comme on a pu le faire pour les magistrats, pour d'autres corps par le passé? Vous savez, le personnel sanitaire travaille avec beaucoup d'abnégation au Bénin et tout le monde est conscient du risque qu'ils prennent, pas seulement dans le cadre du coronavirus, mais dans le cadre de leur métier de manière globale. Nous avons vocation à améliorer les conditions de vie de tout le monde, corps par corps. Il y a des corps qui ont eu le privilège d'être au premier rang. Notre espoir est que chaque corps puisse arriver à ce stade de voir ses conditions de vie s'améliorer au fur et à mesure que le Bénin aura les moyens de le faire. Nous faisons tous les efforts qu'il faut pour améliorer nos recettes afin que l'État ait davantage de moyens pour donner plus de confort à ses concitoyens, à ses salariés. Tout cela dépendra de la manière dont nos finances publiques nous donneront du monde. Donc, je peux rassurer tout le personnel médical qui sont, je crois, les tout prochains sur la liste. Très bien. Merci infiniment, Monsieur le Président de la République. Vous nous avez fait l'honneur d'intervenir dans cette émission pour répondre justement, pour apporter un complément de réponse à une téléspectatrice en particulier. C'est la preuve que vous êtes attentif à tout ce que les citoyens ont comme besoin, ont comme préoccupation. C'est grâce à vous que nous avons pu obtenir une petite rallonge pour cette émission. D'ailleurs, nous vous en remercions. Nous allons revenir sur ce plateau. Merci, à bientôt. À très bientôt. Merci, Monsieur le Président.
Là, revenir sur ce plateau, nous parlions il y a un instant, le chef d'État nous a fait l'honneur donc de cette incursion, comme il dit lui-même, de ces dispositions nouvelles que nous prenons dans le cadre de la riposte contre la pandémie. Est-ce que, comme un peu la Mauritanie qui a déclaré le territoire exempt de coronavirus il y a quelques jours, quelques heures je dirais même, est-ce que le Bénin a déjà en idée cette perspective? Est-ce que nous pouvons espérer d'ici là sortir de cette crise, ou bien il faudra vivre avec le coronavirus, un peu comme on vit avec la grippe aujourd'hui, le paludisme et d'autres maladies? Je voudrais avant toute chose remercier le chef de l'État qui, vous savez, comme il l'a dit déjà lors d'une de ses interventions, est vraiment de jour comme de nuit au cœur de notre stratégie. Et parfois, je me demande même si ce n'est pas lui plutôt qui fait partie du corps médical, tant il a une visibilité sur tout ce que nous mettons en place. Je voudrais vraiment le remercier pour avoir complété les explications pour cette dame qui, je pense bien, les a très bien compris. En ce qui concerne la fin de cette pandémie, je pense que c'est le prophète qui peut le prédire. Mais il faut reconnaître que le gouvernement a mis en place une stratégie qui nous permettra de contrôler la propagation. Et si nous contrôlons la propagation, nous espérons donc à terme que nous puissions plus avoir la circulation du virus chez nous. Donc c'est vraiment cet espoir qui est permis aujourd'hui. Merci donc à vous, monsieur le ministre de la Santé. Un dernier mot, monsieur le ministre des Finances. Un tout dernier, mais en quelques secondes, s'il vous plaît. Non, merci. Est-ce que je pourrais profiter et remercier une fois de plus toutes les personnes qui ne cessent de contribuer aux actions de riposte contre la Covid-19. Je vous ai annoncé tout à l'heure 1,7 milliard à peu près. Je n'ai pas eu le temps de les remercier. Je souhaite vraiment les remercier, que ce soit les personnes qui donnent de l'argent, mais également énormément de citoyens qui font des efforts sur eux-mêmes pour donner des biens en nature. Il y a également de nos compatriotes qui sont à l'étranger qui font la même chose. Vous m'offrez l'occasion de rassurer tout le monde. Vous savez, au vote du budget 2020, l'accent a été mis sur vraiment le social. On nous dit toujours, oui, vous faites de la croissance, mais où se trouve cette croissance? Où va le fruit de cette croissance? Bien entendu, quand vous voyez que nous avons été capables, tout à l'heure vous êtes surpris de dire, mais où vous trouvez les moyens pour pouvoir faire tous ces investissements, toutes ces acquisitions? C'est le fruit de la croissance. Nous avons eu une manière unique de gérer nos ressources. Il s'agit, tout en veillant à assister les populations les plus faibles, nous mettons l'essentiel de nos moyens pour créer de la richesse complémentaire, pour créer des conditions pour que l'ensemble des citoyens, quel que soit là où chacun réside, puisse avoir une chance de s'épanouir. Et c'est grâce à ces mesures-là qu'aujourd'hui nous avons les satisfecits de plusieurs institutions internationales. Nous voyons sous nos yeux un Bénin qui visiblement et structurellement se transforme. Nous voyons sous nos yeux un pays où le taux de croissance est résilient et robuste. Vous savez, fin 2019, le Bénin a enregistré 3 années consécutives un taux de croissance supérieur à 5%. Ça faisait plus de 20 ans que nous avons connu ça. Et le Fonds monétaire, fin 2019, a classé notre économie comme la 4e économie la plus dynamique en Afrique. Nous avons terminé la semaine passée la revue du Fonds monétaire international. L'ensemble des pays de l'Afrique ont été revus à la baisse en matière de taux de croissance, en matière de quantité de richesse à produire en 2020. Mais malgré ça, nous avons maintenu la position de 4e économie la plus robuste, malgré la revue à la baisse. Nous voyons sous nos yeux un pays où de plus en plus de citoyens ont accès à l'eau potable, à l'énergie, à des soins de santé de qualité, à des médicaments de meilleure qualité. Les enfants, de plus en plus d'enfants ont accès à la cantine scolaire. Vous savez que, vous avez vu le ministre de l'eau est passé ou passera dans les prochains jours, je ne sais pas s'il est déjà passé, mais vous avez certainement noté que rien que l'année passée, plus de 500 000 personnes ont eu accès à l'eau potable. Et sur la période de 2016-2021, nous allons donner de l'eau potable à plus de personnes qu'on n'en a jamais donné en 50 ans depuis notre indépendance. Ça, c'est grâce, en fait, au retour de la croissance. Vous voyez sur vos yeux un pays qui est reconnu dans les palmarès internationaux. Vous avez maintenant désormais le Bénin classé en matière de transparence budgétaire, en matière de gestion de la dette, en matière de gestion des finances publiques. Nous sommes toujours premiers reconnus. Même les agences de notation qui viennent de noter les pays africains dans le cadre de la revisite des performances, nous avons maintenu notre notation alors que plusieurs pays ont baissé leur notation.
Vous voyez sous vos yeux un pays où le chef de l'État, vous l'avez vu tout à l'heure intervenir, est crédible, écoutez. Désormais, la voix du Bénin porte. Quand il y a des sujets internationaux qui touchent le développement, le financement du développement, les questions de dette, les questions structurantes, le Bénin, écoutez, on veut entendre le chef de l'État du Bénin. Voilà. Donc, je suis persuadé que si nous continuons ces efforts-là, et nous le faisons, nous n'avons pas de pétrole, nous le faisons parce que nous avons une vision claire, le chef de l'État a tracé une feuille de route qui est claire, et nous travaillons. Grâce au sérieux, grâce au travail et grâce à une feuille de route claire, nous émerveillons le monde et nous allons continuer à le faire. Merci Romuald Wadang et merci Monsieur le ministre des Finances et de l'Économie. Pour finir, Monsieur Wilfried Léandre Hongwedji. Moi, je voudrais dire que tous les lauriers évoqués ici, comme en début de propos, j'ai dit, sont à l'actif du peuple béninois. Et particulièrement en ce qui concerne la gestion de la Covid. Vous entrez dans certains milieux diplomatiques et à l'international, vous entendez que des affirmations, des appréciations positives sur le Bénin. Davantage quand les gens se rendent compte qu'il y a des pays qui disent attendre des masques, qui ne viennent jamais, et qu'il y a de grands pays qui n'arrivent pas à s'approvisionner, et de constater que le Bénin a su anticiper pour être là. Je veux redire que c'est le mérite de tous les Béninois, mais pour que nous continuions à mériter ces auréoles, il faut que nous maintenions la garde à un niveau tel que la Covid s'éloigne désormais de nous. Chacun de nous donc, où qu'il se trouve, à l'intérieur du cordon sanitaire comme en dehors, et donc en un mot, sur toute l'étendue du territoire national, doit continuer à mettre en œuvre les mesures, à sensibiliser autour de lui pour que nous maintenions cette dynamique-là et qu'à terme, très vite, nous sortions de Covid qui serait passé derrière nous. Merci à vous, Wilfried Léandre Hongwedji. J'avais donc en plateau le professeur Benjamin Rumpati, ministre de la Santé, Monsieur Romuald Wadang, ministre de l'Économie et des Finances, vous-même, Wilfried Léandre Hongwedji, directeur de la communication à la présidence de la République. Et puis nous avons eu l'immense honneur de recevoir un intervenant surprise, c'était le président Patrice Talon en personne pour compléter un peu ce plateau. Merci à tous de nous avoir suivis sur ce bilan que nous faisons désormais de façon hebdomadaire de la mise en œuvre des mesures contre cette pandémie de coronavirus que le Bénin est décidé à vaincre et contre laquelle le Bénin met les moyens nécessaires. À très bientôt.